Et bonjour, vous ne nous attendiez plus, mais nous sommes là. Bienvenue sur 20 minutes au carré. Je suis Laurent Beignet, un des rédacteurs en chef de 20 minutes. Et je présente cette émission depuis quelques mois avec Romain Gouloumès. Bonjour à tous. Romain multicasquette Gouloumès, puisque avec son homonyme Romain, ils viennent de nous sauver l'émission. Présentation de table de mixage à cœur ouvert, avec l'aide d'Émilie. En chambre stérile, on a réussi à sauver le bébé, et donc voilà, on est tous là presque à l'heure. Non, on a 12 minutes d'art, mais avec deux invités qui vont nous parler d'art sous des formes différentes. On va chacun avoir notre invité sur lequel on va exercer notre art journalistique, mais là je vais vous présenter tous les deux. Ouais, art journalistique, c'est un bien grand mot. Sans doute à votre gauche, David Desquinville, éditeur, et qui vient nous présenter son méta-livre Cellule 381. Bonjour à tous. Bienvenue David. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Et à ma gauche, Eric Javid, qui a fondé Rescue.art. Rescue.art. Rescue.art, une plateforme, une marketplace qui vend des NFT. Philanthropique. Et salut tout le monde. Ça fait la diff. Et ben, on va commencer. Ouais. C'est vraiment parce que je crois que tu as une actualité. En fait, on a une actualité à 20 minutes et aussi du côté de Rescue.art. Alors, je veux bien d'abord rembobiner un tout petit peu et saluer Dominique. Je ne sais pas s'il est là, donc Dom de Hello Token, puisque c'est Dom qui m'a présenté Rescue.art lorsque je cherchais des initiatives françaises, Web3 évidemment, autour du handicap. Et il m'a dit, écoute, tu peux aller fouiller de ce côté-là, la plateforme elle est top, le projet il est cool. Et donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Eric. Et il s'avère que tu avais un projet autour du handicap, puisque tu as sorti ce matin plein de choses sur Rescue.art, une web app et notamment une collection avec l'artiste Louis César au profit d'une association, Un rêve, un sourire. Moi, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que tu t'es un peu calé aussi sur le tempo de 20 minutes, puisque, alors je ne sais pas à quel point, mais tu vas nous le dire, puisque tout ça, tu l'as dévoilé ce matin. La collection était en ligne à 13h, ainsi que la web app. Exactement. Pendant que nous, nos lecteurs, ils étaient en train de se régaler avec le 20 minutes numéro 2. Se régaler, on ne sait pas, mais... On ne sait pas. En tout cas, ils l'ont pris. On en reparlera, ouais. Il n'y a plus rien dans les racks. Merci à tous ceux qui ont bossé sur ce numéro. Est-ce que tu peux nous dire justement à quel point, alors déjà, si tu t'es calé ou pas sur nous et carrément. Déjà, un grand merci à Dominique, petite pensée pour lui, qui nous a présenté pour le 20 minutes. C'est marrant parce que justement, nous aussi, on comptait sortir la plateforme Rescue le 15 novembre, enfin à la mi-novembre. Et Dominique me dit, donc le 20 minutes, il y a un article qui va sortir sur le sujet du handicap. Et justement, je lui avais parlé de la sortie de la première collection sur Rescue qui finalement allait traiter du handicap à travers la collection de Louis César. Et donc on s'est dit, c'est parfait. Donc ouais, Rescue, c'est une marketplace de NFT philanthropique. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme OpenSea ou Super Rare, c'est une marketplace d'art digital. Sauf que à la différence de ces plateformes, sur Rescue, on va pouvoir, en collectionnant des œuvres, soutenir des associations. Le label Rescue garantit que n'importe quelle œuvre qui est sur la plateforme permettra de soutenir à hauteur de 50% une association. À minimum. Parce que là, dans le cadre de la collection qui est mise en ligne aujourd'hui et que je vous invite à aller voir, elle est vraiment très très chouette. Moi, il y a deux œuvres sur lesquelles je me suis bien arrêté. C'est 90%, là, dans ce cadre-là, c'est 90% qui va directement à l'association. Exactement. 5% à Rescue et 5% à l'artiste. C'est l'artiste, en fait, au moment de la sortie de la collection, qui définit la répartition entre l'association, Rescue et lui, sachant que 50% minimum doit aller à une association. Il peut choisir une association, et dans ce cas-là, la collection est spécifique, ou laisser le collectionneur soutenir l'association qu'il souhaite, et là, la collection est générique. Et là, on est sur des œuvres d'art à 120 €, c'est ça, c'est en matic, mais c'est autour de 120 €. Autour de 120 €, ouais, pour la collection de Louis César. Donc, on a 12 œuvres uniques qui sont en vente depuis aujourd'hui, depuis la sortie de la nouvelle version de la plateforme. Et comment ça démarre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des artistes en tête et vous vous dites ce serait trop chouette de bosser avec eux, et de l'autre, vous vous dites franchement, il y a des super assos qui font un super boulot,
et ce serait bien qu'ils bossent ensemble. Enfin, comment t'approches deux univers quand même assez distincts, des artistes qui, j'imagine, ont déjà un petit peu le pied à l'étrier du Web3, et d'autre part des associations qui sont peut-être pas non plus ultra formées au Web3. Alors c'est marrant parce qu'au début, on se demandait quel allait être l'accueil des associations, et on se rend compte qu'elles sont hyper emballées par le projet, en fait par l'aspect déjà artistique, qui permet de faire parler l'association, de créer en fait une nouvelle approche dans l'expérience de donation. Et d'un autre côté, les artistes qui, on leur permet à travers leur art de soutenir des associations. Et donc ça, c'est super fort et ils sont très sensibles à ça parce qu'en fait, ils peuvent utiliser leur art pour soutenir des associations en 3 clics en sortant des collections sur Rescue. Désolé, j'embraye. Non, on a un petit problème de téléphone qui sonne, mais le plateau n'a pas de problème On va de saquer téléphone qui David. sonne. David, le mode avion avec le petit avion. Je t'ai perturbé. Je sais que tu vas être toujours joignable parce que tu es un homme... Mais pas du tout. Pas Moi, rester des demi-heures comme ça. j'étais persuadé que j'avais mis le mode avion. Non, Voilà. à l'aise. Voilà. Mais je voulais m'arrêter sur les assos parce que j'ai noté, donc on a dit il y a Un rêve, un sourire, il y a Planète Mère, Action Enfance, Utopia, donc qui est une association qui lutte contre la pauvreté. C'est ça. Vous avez élargi quand même pas mal le scope. Quand vous toquez à leur porte en leur parlant de Web3, l'accueil, il est comment? Il est un peu frileux? Il est un peu... C'est un accueil ils sont assez curieux en fait du projet et ça prend du temps de leur expliquer c'est quoi le Web3, c'est quoi ces nouvelles technologies et à quel point ça peut apporter de l'innovation dans les campagnes de fundraising, dans leur démarche de marketing, de communication auprès du grand public. Mais on se rend compte que elles sont hyper emballées, Parce que le but, c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est quand même de collecter de l'argent pour elles. Donc, Et donc, on a des meetings avec les artistes d'un côté, les assos de l'autre. Par exemple, la semaine prochaine, on a un meeting avec Samlo.es qui veut sortir une collection pour 2 associations différentes. Donc, il va sortir 2 collections pour 2 associations différentes. Très très beau ce que fait Samlo. Il faut vraiment aller voir. C'est son et en fait, on veut aller leur prendre la main et les embarquer dans le Web3, mais doucement. Et c'est pour ça qu'on leur donne pas direct un crypto wallet et tiens, tu te démerdes. Vous avez un crypto wallet qui est géré automatiquement par Rescue au moment où on vous référence. C'est des Matic. C'est en Matic, c'est la blockchain Polygon. Si vous souhaitez recevoir les fonds en monnaie fiduciaire, en fiat, c'est possible, on reverse ça en fin de mois automatiquement. Et si vous souhaitez gérer vos cryptos, vous pouvez aussi le faire. Ça existe, ça, des assos qui veulent gérer leurs cryptos? Ça n'existe pas pour l'instant. Mais progressivement, on va développer un dashboard où les assos pourront gérer directement les informations qui sont sur leur page associative sur Rescue, un peu à la Facebook, mais elles pourront aussi gérer la manière dont elles souhaitent récupérer les fonds, que ce soit en crypto ou en fiat, et la récurrence aussi. Moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce que, justement, cette plateforme va aller chercher des artistes qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, attirés ou alors simplement sensibilisés à cette question du Web3, des NFT? Est-ce que vous n'allez pas justement essayer de... Carrément. Nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment de créer des passerelles entre le monde physique et le monde virtuel. Entre ces deux mondes qui ne se parlent pas encore énormément et pour les artistes physiques qui font des œuvres physiques, de les embarquer dans le Web3 à travers un projet philanthropique. Et donc on a plein d'artistes physiques qui sont hyper intéressés à la fois pour l'aspect caritatif et aussi pour l'aspect en fait nouvelle expérience artistique dans le Web3 parce que l'intérêt aussi des NFT c'est de lier une œuvre d'art physique à une œuvre d'art virtuelle qui peut avoir des propriétés particulières et qui peut donner droit à des prérogatives dans le monde physique. Et donc on a, je ne peux pas tout vous dire, mais on est en train d'échanger avec des artistes et une galerie d'art assez connue pour justement sortir un projet de cette nature et utiliser la technologie Rescue pour redistribuer les revenus des ventes à des associations de manière automatique et transparente. Donc, on est entre nous, Eric, tu peux tout nous dire. C'est pas longtemps. Alors, je vous le dis pas parce que c'est pas encore fait, mais
Tu nous le diras. Le jour où ce sera le cas, avec plaisir. En temps et en heure. Des nouvelles du chat. Ouais. Des C'est vrai. nouvelles du chat. Bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour à 28 qui vient de se faire ban de manière magique parce qu'il a voulu mettre le lien de ton de ta plateforme, je crois, si j'ai bien suivi. Okay. Donc c'est rescue, R-E-S-K-U-E. Ça me fait chaud au cœur en tout cas. .art. Et nous, ça nous fait chaud au cœur que 28 se soit fait ban, on l'aime beaucoup. On aime bien aussi quand il lui arrive des petites aventures comme ça. Et puis il y a une question plus sérieuse. Ouais, c'est rigolo, c'est Usul qui nous dit moi j'ai essayé de rapprocher une asso avec la blockchain. En gros, la réponse c'était trop compliqué la compta, on veut pas récolter d'argent en crypto. Bon, c'est un peu ce que tu nous disais, hein. Vous proposez autre chose aujourd'hui, c'est un RIB et 2 € ou des dollars qui tombent sur le compte à la fin du mois. Avec un K rescue. Alors, je me permets de répondre à Elven avec un K. J'ai une information qui est en lien avec cette problématique. J'ai parlé tout à l'heure de la Fondation des architectes de l'urgence, dont j'ai publié le Patrick Coulombelle, et ils sont en train de s'intéresser à cette dynamique des NFT dans le cadre des ventes aux enchères des dessins d'architectes qu'ils réalisent. Et ils envisagent de se lancer dans cette aventure. Donc ce sera l'occasion. Avec plaisir. Pas mal d'associations de se mettre. C'est un mode de prélèvement. Enfin, les personnes sur le trottoir. Ouais. Répondre à un certain nombre de choses, les arrondis qu'on peut avoir dans les différentes catégories. Et il y a un enjeu d'être moins cher que ces structures-là ou pas du tout? Ouais, alors c'est même pas une question d'être moins cher, c'est vraiment une question d'expérience aussi. Parce que tu parlais et à juste titre, ton premier exemple c'était les gens dans la rue qui viennent nous demander de souscrire à une association. On sait pas trop où ça va, on sait pas trop à quoi ça sert. En fait, cette expérience, elle est souvent mal vécue, elle est souvent vécue comme oppressive. Parce que si on refuse de faire cette donation et qu'on s'en va, on va se mettre à culpabiliser. On va se dire, mais en fait, je suis un monstre. Qu'est-ce que je fais pour soutenir les assos? Mais en fait, la vraie problématique, c'est que c'est pas le moment. On vient à moitié nous agresser pour souscrire à je ne sais quoi. On peut pas partager cette expérience à nos proches. On a rien en retour. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer une nouvelle expérience où on peut mélanger à la fois de l'art, à la fois des nouvelles technologies et créer plus de liens entre les associations et les collectionneurs, en fait. Donc, je suis sûr que dans le chat, vous avez eu ces expériences de RIB données un peu à son corps défendant parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on n'a plus la force de... Il y a quand même une distinction entre le don et l'achat d'une œuvre, et là en l'occurrence c'est d'un NFT d'art, c'est que ce NFT d'art n'est pas considéré aujourd'hui comme une œuvre d'art à part entière et donc il n'est pas défiscalisable. Alors en fait, le NFT c'est la représentation symbolique de ton soutien à une association. Vu qu'il y a des cashbacks, c'est-à-dire une répartition entre l'artiste, l'association et Rescue, la part qui revient à l'association, si l'association génère les reçus, l'accepte, est défiscalisable. Et donc sur Rescue, Un rêve, un sourire, donc la collection sortie pour soutenir Un rêve, un sourire de Louis César, est défiscalisable pour la part qui revient à l'association, c'est-à-dire les 90%, à partir du moment où, lorsque vous vous inscrivez sur Rescue, vous renseignez vos informations d'identité sur le profil. Ok, je savais pas du tout. Nous, on vous envoie un mail on envoie un mail automatiquement à l'asso qui ensuite génère le reçu. Ok, donc c'est quoi? C'est 65% comme pour les assos classiques généralement? C'est 66% pour les particuliers. Il me semble que ça peut monter jusqu'à 70%. Ok, super. Et en termes de public à qui vous vendez aujourd'hui ces œuvres d'art, j'imagine qu'il y a les collectionneurs de NFT classiques, mais aussi, on va le voir, malheureusement on ne peut pas montrer un peu les œuvres des artistes qui vous ont rejoint ou qui sont en plein onboarding. C'est souvent des street artistes. Du coup, des amateurs de cet art-là, ils sont peut-être moins au fait, eux, du Web3, ils sont moins familiers. Comment vous allez les approcher là-dessus? Quelle stratégie vous avez mis en place? Moi, de ce que j'ai vu sur votre web app, donc, qui est toute neuve, qui a été lancée ce matin, c'est qu'il y a un côté un peu frictionless, c'est-à-dire que je peux payer avec des euros.
Alors pour l'instant, c'est pas possible de payer avec des euros parce que T'es il sur faut- le site Bah, de c'est marqué Scam, 120 en fait. euros. c'est J'espère que marqué t'as 100 pas euros. laissé ta carte bleue. C'est que j'ai cru. J'y ai cru. En non, fait, non, mais j'ai pas les il- sous déjà. J'ai bavé devant les pages et je me suis dit, je les mets en favori. on fait la conversion en euros toutes les 5 minutes par rapport au cours du Matic. Ok. Tu peux déposer des Matic et donc top up ton wallet en connectant ton MetaMask. Top up ton wallet. Ouais, charger ton wallet quoi. D'accord, C'est- ok. Je connais. Mais l'idée c'est de mettre en place une solution in-ramp avec MoonPay, voilà MoonPay ou Ramp directement Je sors ta carte payer bleue. en CB quoi. Ok. Et ça va arriver très prochainement. Donc, par rapport à ton autre question, donc pour onboarder les artistes, Les amateurs d'art, les amateurs Ouais. de street art, mais qui, tu vois, quand tu vas leur dire, sors, top up ton wallet, tu vois, je pense qu'ils vont se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, le Ouais, monsieur? on essaie de proposer un parcours le plus simple possible. Après, tu sais, le Web3, on le sait bien, c'est tout récent, il faut encore éduquer beaucoup les gens pour leur expliquer c'est quoi un wallet, comment créer un MetaMask, pourquoi c'est intéressant, aussi la décentralisation, la transparence de l'information. Mais ça va venir en fait. Donc nous, les stratégies classiques des projets Web3, c'est d'avoir un Discord, c'est d'être toujours à l'écoute, c'est de partager des tutoriels pour expliquer assez simplement comment interagir avec la blockchain et utiliser notre marketplace. Et puis voilà. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que votre projet, il est quand même ultra récent. Enfin, là, on est mi-novembre, mais lors d'un hackathon Starten, je crois que On Laurent, salue Fabien, ouais, on a un hackathon bientôt. On a la chance d'accompagner avec eux la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouf, t'as le temps. Mais vous, c'était... C'est marrant parce que c'était le premier hackathon organisé par Startan. Donc c'est 2 anciens de 42 en fait. Nous Rescue, on s'est rencontrés à 42 Paris, c'est l'école de programmation de Xavier Niel. Et ils organisaient fin mars leur premier hackathon. Et puis nous, on est arrivé deuxième de ce hackathon. On a remporté 3000 balles, mais surtout on avait l'équipe et l'idée. Et donc l'idée, c'était d'utiliser l'art et la technologie pour soutenir des associations. Bon, l'idée a complètement évolué depuis complètement shifté, mais... Vous voulez faire quoi au début? C'était pas via des NFT? Alors de base, c'était de générer des NFT par intelligence artificielle en fonction des mots-clés qui étaient rentrés par le collectionneur et de la cause qu'il voulait soutenir. Oh là là. Donc Voilà, c'est très, très c'était proche. une énorme usine à gaz. Quand même. Ouais. Merci. Merci. Mais tu lui as libéré. Bon, J'ai une toute petite Vas-y, question Laurent. de la communauté. Enfin, j'en ai 2 en fait, mais qui ont été posées à 2 moments différents, mais qui disent la même chose, grosso modo. Pourquoi Polygon? Puis on avait aussi pourquoi Terre Noire? Enfin, grosso modo, comment vous avez choisi la blockchain support? C'est vrai que Terre Noire était aussi une bonne alternative, mais nous, on a choisi Polygon parce que, pour leur Green Manifesto, parce que c'est une des blockchains les moins énergivores et parce que ils ont posé la question écologique au centre de toute leur philosophie et toute leur stratégie. Et donc, on a suivi aussi, on a choisi cette blockchain pour cette raison principalement. D'accord. Quel est le next step, tu vois, en gros, si jamais, là aujourd'hui, il y a une collection qui est en vente, donc d'ici 2 semaines, il va se passer des trucs, enfin, qu'est-ce que tu peux nous annoncer, nous présenter? C'est peut-être l'occasion de parler de Sam Low, qui est quand même un artiste avec une patte qui, là, n'est pas trop street art, qui est plus Pixar. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu son travail? Toi, tu l'as approché comment? Enfin, il fait 2 collections pour 2 associations. Enfin, j'aimerais comprendre un peu comment ça se passe et comment vous jouez ce côté un peu entremetteur, ou au contraire, peut-être que vous vous effacez directement et un artiste peut arriver directement avec un projet, une asso qu'il a envie de soutenir. Ouais. Alors pour l'instant, nous, vu qu'on n'est pas connu encore, on contacte des associations d'un côté, des artistes de l'autre. On a été agréablement surpris de voir le taux de réponse positif. Donc pour Sam Low, c'est un artiste espagnol qui vit au Canada, qui est très connu, qui a plus de 100 000 followers sur Instagram et qui a une fondation pour aider les enfants
qui sont porteurs de handicap à apprendre à dessiner, à faire des œuvres par eux-mêmes. Et donc, il a été tout de suite touché par ce projet. On va travailler avec la Fondation Jérôme Lejeune. On a un meeting avec eux après-demain pour caler, pour passer en vue aussi le contrat de partenariat. Mais en fait, donc, ce qui se passe, c'est pour l'instant, on fait un peu le rôle d'entremetteur. On a un meeting avec l'asso, l'artiste, pour échanger sur le projet de collection, à quoi vont servir les fonds. Et puis ensuite, on sort le projet, quoi. Les assos, elles relayent derrière, enfin, un rêve, un sourire, ils relayent derrière et... Tout le monde relaye, ouais. Okay. Là, aujourd'hui, Louis César a relayé, un rêve, un sourire aussi. Il est venu d'ailleurs sur le Discord, ouais, je l'ai vu sur le Discord, il est venu se présenter et tout. Exactement. Et donc, en fait, on crée aussi des liens, des ponts entre les artistes et les associations. Donc, un rêve, un sourire, en fait, ils organisent des rêves pour les enfants qui sont victimes de handicap. Et le coût moyen d'un rêve, c'est environ 1 200 €, parce que il y a 2 bénévoles à temps plein qui s'occupent de l'enfant. Ça peut être un voyage en montgolfière, ça peut être visiter une éolienne, ça peut vraiment être tout et rien. Et donc, pour la sortie de cette collection, on s'est dit, on a 12 œuvres, si on les met à 140 Matic, ça va permettre de soutenir, de créer un rêve pour un de ces enfants. Et donc c'est comme ça qu'on a fixé aussi le prix, pour se dire que ça permettrait de soutenir un des rêves, quoi. Alors toi, tu nous parles de rêve d'enfant, et tu en parles très très bien, mais alors sur le chat, on a plus prosaïque. On a une question qui était posée par quelqu'un dont on protégera l'identité, son nom commence par You et se termine par OU, qui nous demande, on peut payer en crypto et défiscaliser la partie qui revient à l'assaut. Ça lui semble, ça me semble aussi assez surprenant, mais tu me confirmes ça? Je te confirme que c'est le cas. D'accord. Pour l'instant, comme tu le disais, la jurisprudence... Ah oui, on a parlé un petit peu est assez floue. De compta, de jurisprudence, en attendant que Romain change la table de mixage. On avait des discussions effectivement sur les galères que ça peut être pour une entreprise classique d'avoir une comptabilité en crypto, mais aussi sur le fait que la justice, et donc c'est pareil pour l'administration fiscale, peut avoir parfois un petit temps de retard et qu'on navigue dans le brouillard. Donc on est sans doute dans cette zone de brouillard en payant en crypto, en l'occurrence en Matic, et en allant déclarer ensuite une partie de ce paiement en don en équivalent fiat, parce qu'on ne va pas faire sa déclaration d'impôt. En crypto sont défiscalisables. Je t'invite à regarder Crypto Défi, par exemple, qui est une plateforme où tu peux faire des dons pour les associations et défiscaliser. Et il y a d'ailleurs un intérêt pour ça, parce qu'en fait, si tu as des cryptos et que tu veux faire un don en fiat, tu vas devoir sortir ta crypto, la convertir en euros et donc être imposable. Et du coup, tu donneras moins à l'association. Alors que du coup, c'est plus intéressant si tu as des cryptos de donner directement en crypto. Bon, super. L'autre idée, c'est d'acheter des machines à écrire de 20 minutes. Mais sinon, moi, je propose qu'on réalise un rêve d'enfant. Si jamais il y en a un qui veut rencontrer Laurent Beignet, ça coûtera pas 1 200 €. On organise ça à 20 minutes, on fait ça proprement. C'est méchant, je leur souhaite pas ça. J'ai une question sur le marché secondaire. Comment ça se passe? Comment vous mettez ça en place? C'est-à-dire, l'association, ou est-ce que c'est juste l'artiste qui, entre guillemets, touche les 10% tradis des reventes sur le marché? Alors, le marché secondaire, c'est 20% de la revente qui est reversée à l'association et l'artiste en fonction de la répartition initiale. Donc ça peut être 10-10. Donc par exemple, si une œuvre est à 100 et que l'artiste a décidé de reverser 50% à l'association, 50% à lui et 0% à Rescue, ce que je ne souhaite pas, au moment de la vente, donc quelqu'un va acheter l'œuvre 120, donc la personne va acheter l'œuvre, toi tu vends l'œuvre 120, tu vas avoir 20% des 120, donc ça fait... il l'aura vendu à 100, on va dire qu'il l'a vendu à 100, on va faciliter les calculs. Ça fait 20, donc 10 pour l'asso et 10 pour l'artiste. Okay. Et donc tu gardes les 100 restants en fait. Ok, très clair. Okay. Et donc ça permet en fait de garantir une continuité de revenus aux associations à travers le marché secondaire. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, hyper intéressant. Donc, du coup, ma question était super intéressante aussi. Je suis assez content. Ouais, je te félicite. Tu mériterais presque de gagner le lot de notre quiz du jour.
Alors, vous l'avez demandé, vous savez que c'est pas Hélène qui est aux manettes. Hélène nous a demandé d'être gentille avec Romain B qui remplace. C'est vrai que tu es Romain. Non, t'es pas Romain A, mais voilà. On a un Romain qui remplace Hélène, que vous avez pu rencontrer la semaine dernière, et qui, du coup, ne posera pas de questions sur le quiz. Donc, on aura une question à vous poser. Ça va être une question de rapidité. Mais je vous connais, vous allez être complètement... Tu lis le journal, David. Hein. On est carrément... Ça va venir, David. C'est craquage complet. Alors, moi, je montre quelque chose sur le journal. Je suis pas en train de le lire. On a une question qui va arriver en fin d'émission et qui permettra à chacun de gagner, enfin, à la personne la plus rapide, de gagner 7 œuvres. Parce que dans ce numéro de 20 Mint, on a essayé d'acheter un certain nombre d'illustrations sous forme de NFT, en allant ensuite contacter l'artiste. Je dis en allant, c'est Romain qui s'occupait de tout, il était énorme là-dessus. Tu as contacté les artistes, tu peux raconter peut-être... Oui, donc c'est Moxie Star, donc qui a en interview à côté. C'est une artiste qui a lancé courant octobre une collection de plusieurs œuvres, je crois qu'elle en a lancé 5. Autour du handicap. Alors il n'y avait pas que du handicap, il y avait 2-3 illustrations handicap, d'autres autour du cancer, et la dernière je crois que c'était autour de la scarification. C'est des œuvres super réussies, et nous on en a acheté deux autour du handicap. Là on a du coup une personne aveugle et l'autre c'est une personne en chaise roulante, et les 2 œuvres sont vraiment magnifiques. Moxie Star, c'est vraiment une artiste astuce, c'est une artiste anglaise d'une 20aine d'années, elle-même en situation de handicap. Et donc elle fait ça dans le cadre des recherches justement qui m'ont permis aussi de rencontrer Eric, c'était chercher des projets Web3 autour du handicap, et donc elle vendait ses œuvres pour sensibiliser à la diversité dans les projets Web3. Et donc dans ce cadre-là, je l'ai approché, je lui ai dit t'as une œuvre qui est en vente toujours au prix de base sur OpenSea, je la veux. Je veux savoir si dans ce cadre-là, on peut l'utiliser pour 20 000, s'il faut l'acheter un peu plus cher ou quoi que ce soit. Et l'autre œuvre qui me faisait beaucoup de l'œil, mais qu'on n'a pas pu utiliser dans le numéro de 20 000, mais que vous retrouverez dans la version Mecha Edition, la Mecha Edition. À télécharger sur 20min.xyz si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la partie contenu exclusif, il faut y aller. C'est le timbre 28, oui, bien vu. Exactement. Franchement, l'œuvre, elle est magnifique. Je pense qu'on la fera gagner. Le pire, c'est qu'on l'a payé 2 fois plus cher que celle-là, mais elle rendait moins bien en page. Et mine de rien, la représentation du handicap, c'est pas que des personnes en chaise roulante. Handicap visible, handicap invisible, c'est important d'alterner. Donc voilà, non, 28, tu n'as pas gagné. Le défi, c'est Laurent qui le posera un peu plus tard. Après l'interview de David, parce que David, à la phase où il commence à lire le journal, on sait qu'on l'a quasiment perdu. C'est faux. J'étais en train de regarder l'adéquation parfaite de vos questions et de la proposition de ce projet d'accompagner les associations avec cette page et cette œuvre, en me disant c'est tout à fait original. Et puis je trouve que les projets qui s'interrogent sur ce que peut apporter le Web3 en termes de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles opportunités de développement économique, entre autres, c'est un petit peu le cœur du sujet. Parce que David, toi, tu viens pas du Web3, on se connaît depuis quelques années. On ne s'est pas rencontrés chez le coiffeur, je le dis parce qu'ils font toujours des blagues sur ma coupe de cheveux, mon absence de coupe de cheveux. Voilà, c'est fait. Vous avez votre petit moment. Non, mais on s'est rencontrés il y a de ça quelques temps pour des travaux d'édition assez classiques, puisque tu publies dans 20 minutes depuis déjà pas mal de temps un feuilleton autour d'une affaire réelle, mais un peu romancé dans nos pages, fictionné, pour des questions juridiques, qui s'est passé à Monaco. Je vous encourage à lire c'est Money Jungle. Ouais, Money Jungle, ce feuilleton, puisqu'on a ensemble renoué avec cette vieille tradition du feuilleton dans la presse populaire. On en est ravis. On touche à la fin du 2e épisode, on est déjà à la fin. On a fini la saison 3 et la saison 4 reprend à partir de début janvier. Ok. 2023 donc. Parfait, donc tu as un éditeur qu'on pourrait qualifier de classique, en tout cas jusqu'à ce jour, ou jusqu'à dans 2 jours, puisque si toi ton site Eric est sorti, la web app est sortie aujourd'hui, toi ton livre sera en vente dans... Le 18 novembre, le cellule 381, archive d'une escort girl internationale de Maria Roma, donc qui est l'histoire vraie de cette femme, sortira. Et il a la particularité d'être un livre que j'ai un peu pompeusement intitulé un métalivre.
Mais Je suis désolé, j'ai réagi. à- Le Reflux, il a. On avait parié le Ouais, on avait réflexe que parié. tu dirais ça. On avait parié Ouais. qu'on a un membre de la commune qui est très actif et très réactif sur ces questions-là. bon, Donc il a dit C'est pas Escort très bien. Girl, je prends. Voilà, je suis désolé David. non, mais c'est pas grave. Il fallait qu'on voilà. souligne ce travail. C'est bien qu'il y ait déjà un lecteur en ligne. Ouais, c'est- Et donc pas le plus mauvais. le principe du métalivre qui m'est venu assez facilement, c'est en fait parler du préfixe méta, c'est de dire au fond qu'est-ce que ça veut dire. C'est un préfixe avec et après. Donc on est avec la chaîne classique de l'édition, on est avec les auteurs, on est avec les libraires, on est avec la distribution, les imprimeurs, etc. Donc on est en train de faire un processus du modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le après, c'est après le développement de toutes les nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir le projet. Et c'est pas un gadget au fond parce que ce récit véridique, fictionné puisque c'est raconté par l'auteur donc qui a pris des libertés avec son histoire telle qu'elle avait envie de la raconter, on n'est pas obligé de tout dire. Et donc dans le cadre du livre imprimé, il y a des parties cryptées. Ah, comment ça se rapprocher du Web 3 là Voilà, Des parties cryptées. des parties qui sont imprimées cryptées. Alors on peut lire le livre sans se trouver gêné dans le récit, sans avoir le sens de ces parties cryptées, mais les parties cryptées renvoient à des illustrations qui sont donc des illustrations fabriquées par intelligence artificielle avec le partenaire qui est venu dans cette aventure qui s'appelle Selas, Ok. SELAS.ai. Et donc qui ont développé une intelligence artificielle tout à fait pertinente et qui, comme ces intelligences artificielles qui fabriquent des images, utilisent les mots. Donc on est vraiment dans une logique éditoriale puisque la partie cachée, quand on prend les mots qui ont permis cette partie cachée, on les propose sous forme d'images, des images illustrées. Et ces images illustrées sont travaillées par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en référence à des bases de données diverses et variées, et également avec des jeux de sens. Par exemple, il y a une image qui s'intitule Fisk dans cette collection NFT Cellule 381, qui a été dans les critères pour fabriquer l'image, appuyée sur une œuvre de Bansky, qui a réalisé un tag, un graphe sur l'espionnage des écoutes téléphoniques. Et donc il y a comme ça pas mal de moments, Boîte aux lettres, une autre œuvre qui raconte un moment de cette histoire, c'est en clin d'œil à Robert Bresson, le film Pickpocket. Alors, c'est vrai que les œuvres sont vraiment belles et nous qui avons, on a essayé de faire tourner aussi un peu des intelligences artificielles pour nous faire des illustrations. Hein. On en a fait une dans la page 2 ou 3 avec Dali. On n'a pas le même rendu, simplement parce que ton partenaire, c'est là, ça fait un gros travail pour aller au-delà de ce qu'on peut trouver sur l'étagère, hein, des solutions qu'on peut les uns les autres avoir gratuitement ou en payant très peu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je voudrais quand même réexpliquer, même si tu as dû le dire, peut-être que c'est moi qui n'étais pas très attentif, c'est qu'on a un bouquin dont une partie est caviardée finalement, on peut pas le lire si on n'est pas en possession d'un NFT. Ce NFT donne accès à une section d'un site où on a les fameux espaces, les fameux paragraphes qui ne sont pas lisibles. Si vous achetez juste le livre, le 18, déjà vous avez passé un bon moment, super bouquin, témoignage d'une escorte qui a une vie dingue, mais vous allez pouvoir le lire jusqu'au bout sans vous sentir frustré. Vous aurez en plus des belles images. Ces belles images vous donneront un indice sur ce qui a été caviardé, mais si vous voulez vraiment lire ce qui a été caviardé, il faut acheter des NFT. Un NFT, ça suffit. Alors, un NFT pour un passage. Ah, oui, j'avais c'est pas vraiment compris ça. Et mais si on veut tout lire, ça va nous coûter une fortune. ça coûte une fortune, mais en même temps, c'est pas du tout un projet fermé, dans le sens où, justement, les QR codes qui sont sous les illustrations du livre imprimé renvoient à un site, cellule381.com, où ceux qui n'ont pas de wallet, qui connaissent rien en crypto-monnaie, n'ont pas forcément envie de regarder les tutoriels
parce que pour garder ce projet ouvert, on a développé des tutoriels vidéo expliquant les différentes étapes d'achat, de revente, de création de wallet, etc. Des choses assez classiques, mais voilà, quand on les a pas sous la main, ça peut prendre un peu de temps de comprendre. Et donc on s'inscrit. Il y a simplement la possibilité de mettre son email, et en mettant son email, on va souscrire potentiellement à un lien, à une future rencontre avec l'auteur, de façon à pouvoir se retrouver en rapport avec les possesseurs de NFT. On va créer un événement entre les amateurs de crypto-monnaies, de Web3, de développement blockchain, et les gens qui ont de la curiosité pour la chose, et on le fera dans un lieu traditionnel de l'édition, en librairie. D'accord. Il y aura plusieurs acheteurs et Voilà. Et l'autrice, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas un rendez-vous particulier avec l'autrice. Non, bien sûr, et non, il n'y a pas de malentendu là-dessus, et il y aura des surprises aussi. D'accord. Des surprises qui sont liées à la question de la propriété. Lorsque vous achetez un NFT, vous achetez un DNFT, vous allez avoir la propriété de cette illustration fabriquée par les mots du récit, très bien. Vous avez en plus de ça comme fonction la possibilité de lire le passage crypté et donc d'être le seul à pouvoir lire le passage crypté. Vous pouvez revendre votre NFT si vous le souhaitez. Et en plus de ça, si vous venez à l'événement, il se passera des choses. Donc la circulation papier Web3 papier se fait dans le cadre de cet événement, qui est une surprise qui arrivera un petit peu plus tard. On est sur quel ordre de prix? Déjà le bouquin et aussi sur les NFT. Le bouquin, on est sur un livre à 18 €. C'est un livre illustré par des images d'intelligence artificielle et qui sont, moi je trouve, très réussis. J'en suis vraiment très content. C'est imprimé en couleur. C'est imprimé en 3D. Non, c'est pas du tout imprimé en 3D, c'est imprimé en couleur. Et donc on a un ouvrage dont je suis très content, puisque cette idée de métalivre est illustrée fonctionnellement, et c'est le point de départ. Et à partir de là, on a 3 possibilités en fonction du degré de confidentialité de l'information. Il y a des NFT qui sont à 0,3 Ethereum, d'autres à 0,12 et d'autres à 0,06. Donc alors évidemment, en fonction de la variation du prix de l'Ethereum, le paragraphe est plus ou moins long, c'est ça plus ou moins important, plus ou moins croustillant. Ouais. Il y a des choses. On est dans une dynamique de secret. On est dans une histoire compliquée. Il y a eu des vols, il y a eu la prison, des choses qui sont quand même lourdes. Tu peux nous en dire un peu plus quand même sur le livre là, parce qu'on me demande si c'est une histoire vraie ou si c'est une fiction. Tu l'as dit. C'est une histoire vraie avec des passages romancés. C'est une histoire vraie qui a été écrite de façon romancée. Okay. Et il y a de l'auteur en début du livre qui indique voilà, j'ai besoin, je suis passé par la case prison, c'est quelque chose de difficile, j'ai besoin de restaurer ce que je suis en posant les briques de mon histoire depuis que je suis petite, adolescente, dans les aventures qui me sont arrivées pour voilà, me reconstituer et passer à autre chose. Donc on est dans un récit témoignage en quelque sorte, mais pas témoignage qui cherche à désigner tel ou tel coupable de la situation. C'est plutôt une démarche personnelle. Et c'est pour ça que crypter certains passages pour les montrer sous un mode illustratif, sans intervenir, c'est-à-dire l'interprétation, c'est la machine développé par Célas qui rend le résultat et le choix. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une intelligence artificielle. Je pense qu'Eric, oui. Vous mettez une phrase, par exemple, et puis vous avez des propositions. Et parmi ces propositions, vous pouvez choisir. Et donc, les choix ont été faits. Donc, le choix de l'auteur, finalement, ce sont ses droits. Ce sont ses droits d'auteur. Quand elle a signé un contrat avec NBE Édition pour la publication de ce livre. Ta maison d'édition. Voilà, dans le cadre de ce projet, je m'astreins à ce qu'il y ait une logique dans la continuité des droits, puisque c'est normal que l'image qui est fabriquée avec les mots de l'auteur
soit comme si c'était un petit peu son image aussi, puisque c'est né de son récit, de ses phrases. Voilà. Est-ce qu'il y a une énigme ou tu vois, est-ce qu'il y a un récit parallèle à celui du livre à travers ces passages scriptés? C'est-à-dire que si j'achète 3 NFT qui correspondent donc à 3 paragraphes ou 3 passages du livre, j'ai des éléments qui me permettent éventuellement de résoudre une énigme, tu vois, plus... Alors, il y a potentiellement cette possibilité, mais j'ai pas voulu j'ai pas voulu mettre en scène cette dynamique-là. Le côté un peu jeu à étapes, quelque chose de tout à fait intéressant, mais oui, même le niveau de cryptage utilisé est un niveau de cryptage qui n'est pas trop sophistiqué pour laisser apparaître quelques éléments qui permettent un peu dans la continuité de la lecture de voir un peu de quoi il s'agit. Et l'image nous donne et une image qui vient accompagner ce récit. Je rappelle que David, donc tu es éditeur, et donc on pourrait imaginer que ce premier essai, avec ce livre qui s'y prête, parce qu'il a un côté un peu savoureux, croustillant, hein, et je sais que chez nous, il y a des gens qui aiment réfléchir à des projets, mais on pourrait très bien imaginer que d'autres livres augmentés, tu les appelles métalivres, d'autres métalivres voient le jour, avec cette interaction entre le NFT et le support physique. Moi, ça me plaît toujours. Je lisais un commentaire un peu critique, et c'est aussi la place pour ce genre de commentaire, le chat, mais qui était quelle est l'utilité finalement en dehors de ces passages. On est sur des questionnements, on reste un trait, et on reste dans un contexte un peu artistique où en fait tu questionnes finalement ce qui est le produit fini, le livre, le texte fini, ce qui est la blockchain, ce qu'on peut imaginer par exemple en termes aussi de résistance à la censure, d'inscrire des passages comme ça dans un livre qui pourrait être censuré pour X raisons. C'est quand même des archives assez croustillantes. On pourrait imaginer qu'ils soient retirés de la publication. Si demain des parties de ces livres sont hébergées sur des blockchains, ils seront incensurables. En tout cas, ils résisteront très fortement. C'est un des déclencheurs quand j'ai rencontré donc Maria Roma, l'auteur, et qu'elle me racontait son histoire, son envie de publier. Tout de suite, je me suis dit, mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas publier puisque ça incrimine d'autres personnes. Donc, comment restituer l'histoire, la véracité de cette histoire, sans être dans une sorte de déballage, sans risquer le procès en diffamation. Et la diffamation derrière, qui dans tous les contrats d'édition, je vous rappelle, il y a des clauses. Je n'ai jamais signé. Il y a une clause qui dit quoi du coup Comme quoi l'auteur s'assure de toute diffamation envers quiconque. Donc c'est bien normal. Je suis tout à fait d'accord avec cette dynamique-là. Et donc c'est comme ça qu'est né le principe à la fois du cryptage et du rebond du récit à travers quelque chose, les visuels, dans un autre lieu de distribution. Et très bonne remarque de Serfine sur Meta qui nous dit Meta préempté par Facebook, Meta préempté par Meta, et du coup risque de confusion. Tu avais le nom avant, non, tu n'avais pas le nom avant le basculement. Alors, c'est un projet qui est relativement récent. C'est un projet récent. En utilisant Meta Livre, je me suis posé la question en me disant bon, est-ce que ça fait pas marketing à la con? Mais en même temps, je vais pas me priver d'un préfixe grec qui date de Mathusalem et qui signifie bien, et c'est ce que je disais au début en disant on est avec toute la chaîne du livre et après le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc je trouvais que ça raconte bien l'histoire sous prétexte qu'il y a Métavers qui utilise ce terme. Et justement, c'est en opposition d'une certaine façon avec ce genre de manière dont on prévente un mot. C'est comme s'il y avait une marque, un trait de marque sur le mot méta. Non, c'est pas possible. Le seul problème, c'est si les juristes, les avocats de Facebook, ex-Facebook, viennent te chercher pour l'utilisation inappropriée de chercher comme on dit. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est il va falloir éditer la bio ou l'autobio de marque.
Mais tu seras tranquille, tu vois. Ouais, Là, il te dira, le bon, allez, méta-livre. vas-y, tu peux Vas-y, l'appeler. ouais, voilà. Métabou. Ouais, Hein, ouais, ouais. Parce que Romain appelle Marc. Marquis. Ce sont des intimes. Moi, on parle de marketing, je trouve que d'un point de vue marketing, même si j'ai compris que c'était pas ton objectif, c'est ce que Seth Godin appelait la vache pourpre. On est vraiment sur une histoire. Quand tu la racontes, moi tu me l'as raconté il y a pas très longtemps, je me suis dit c'est génial. On questionne un produit qui a le livre. Il y a 6 siècles, enfin pas encore, il y a 5 siècles et quelques d'expérimentation, mais on n'a jamais pu dépasser le côté produit fini, tout ça. En revanche, et je te l'ai pas dit quand on s'en est parlé parce que ça m'est venu après, je pense qu'il y a un élément très important du Web3 que tu n'as pas encore implémenté et que tu pourrais implémenter avec succès, je pense, c'est l'aspect communautaire. C'est d'impliquer, tu vois, là, ça fourmille d'idées sur le chat aujourd'hui, et de se dire, tu files sur Discord, et le prochain, tu le construis avec une communauté. Je te souhaite d'en avoir une aussi active que la nôtre, et un petit coup de lèche, ça fait pas de mal, mais vous avez vraiment été adorable sur ce numéro 2, et j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir avec nous. On a beaucoup de chance de vous avoir. Mais finalement, c'est ce qu'on attire aujourd'hui dans le Web3. On est encore dans cette démarche un peu pionnière. Et quand on crée un projet en s'associant à cette communauté, il y a des idées incroyables qui émergent. T'as pas cette envie, du coup, de dire, allez, le prochain, on va le créer sur Discord, comme on parlait de Cross the Edges, il y a une communauté qui est très forte autour de Cross the Edges. Tales from the Wild, bon, désolé, le projet a un peu, enfin, pas tourné court, mais en tout cas, a pas mal changé ces derniers temps. Mais pareil, il est né sur Discord. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un David Desquinville qui anime une communauté Discord? Moi, je trouve que l'idée d'intelligence collective, surtout dans le cadre de construction d'un projet éditorial, c'est comme ça que ça se fait. Alors, ça se fait à petite échelle, c'est-à-dire qu'un auteur arrive avec un projet, un éditeur se trouve convaincu du projet. S'il est convaincu, il faut qu'il aille convaincre d'autres acteurs. Donc, il y a les commerciaux qui vont aller proposer l'ouvrage aux libraires, les libraires qui vont dire ah bah c'est super ou pas, je prends ou je prends pas, ou je prends un peu. Les journalistes, les lecteurs qui se baladent dans les librairies disent tiens, je connaissais pas ce sujet, ça m'intéresse. Donc il y a déjà ce phénomène-là, et c'est un phénomène qui est très fragile. S'il y avait une martingale dans l'édition, on serait tous en train d'appliquer des recettes, et ça rendrait le métier très différent. Mais c'est pas du tout le cas, donc c'est assez compliqué, difficile. Mais cette dimension collective, elle existe déjà, elle préexiste dans la version classique. Donc la basculer dans l'univers collectif d'un Discord, évidemment, pour arriver à construire quelque chose qui soit pertinent et qui réussisse à faire la meilleure liaison possible de l'existant et de l'état d'esprit du Web3, de la blockchain, de cette idée de décentralisation, de traçabilité, de répartition. On parlait tout à l'heure dans ton projet de la manière dont alors j'aime pas ce mot, la transparence. La transparence, ça me fait vraiment penser à une espèce de on a besoin d'intimité. Personne n'a envie d'être dans une cage en verre en transparence, mais dans des registres comme ça économiques où il y a une transparence et une traçabilité, c'est tout à fait important. Sans tiers autre qu'un ensemble de personnes qui assurent la maintenance technique de la blockchain. Je trouve ça, moi, très intéressant, vraiment très intéressant. Alors, il y a plein d'applications derrière possibles, mais c'est pas le sujet. Pour revenir au livre, je trouve que y a plein d'autres liaisons et plein d'autres idées possibles à développer, et j'en ai quelques-unes. J'en doute pas. Qui sont sous le coude. L'aspect communautaire chez vous, Eric, c'est, enfin, je te vous vois pas, mais chez vous, chez toi, c'est important, où il y a une dimension comme ça du projet qui repose sur l'animation de communauté, ou pas encore? Ouais, pour nous, c'est super important. Quand on a sorti la première version de Rescue, le MVP, c'était, comme on le disait tout à l'heure, après le hackathon de Starton. Donc, c'est un hackathon, c'est 48 heures. Voilà, tu bosses comme un malade, tu présentes ton projet devant tout le monde, t'as les retours, et tu commences à avoir ta communauté. Et ensuite, on a fait plein d'interviews pour essayer de comprendre
qu'est-ce que les gens attendaient, c'était quoi leurs attentes vis-à-vis de cette plateforme, et on a adapté en fonction des retours qu'on avait eus, quoi. Un fonctionnement peut-être un peu plus classique de produit minimum viable, hein, c'est ça le MVP, et puis de retour client finalement. Ouais, c'est ça. Client prospect, voilà, ok, mais pas une animation jour le jour, Discord. Alors on a un Discord, pour l'instant on a un Discord, pour l'instant on a une petite communauté. L'idée c'est de la faire grandir, de ramener les artistes, les associations, je sais pas si elles ont trop Discord, mais c'est de progressivement ramener tout le monde au même endroit et de faire évoluer la plateforme en fonction des attentes des gens. Pourquoi pas avec un mécanisme de DAO où les gens pourraient voter pour les prochaines fonctionnalités à venir. On a des gens qui nous demandent est-ce qu'on pourra avoir un exemplaire physique unique de l'œuvre qu'on a choisi de collectionner sur Rescue. Et donc on est en train de réfléchir à des moyens de pouvoir le faire. On en a d'autres qui nous demandent est-ce que c'est possible d'avoir un aspect, d'avoir des rôles sur la plateforme, de gagner des rewards en fonction de... Parce qu'on a un système de scoring qui permet d'avoir un leaderboard pour gamifier l'expérience, un peu comme tu le fais avec ton métalivre. Donc c'est une expérience un peu gamifiée qui encourage encore plus à soutenir des associations. Et donc c'est comme ça un moyen de pouvoir faire choisir à la communauté des différentes fonctionnalités qui vont arriver. Même de jouer les prospects, comme nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, complètement, mais c'est ça. J'en profite pour vous dire, saisissez-vous du journal, parce que le quiz va bientôt se rapprocher et il vous faudra le journal papier ou la version en PDF, si vous n'avez pas pu le récupérer ce matin, mais ça aura un lien avec cette couverture que nous a monté Bitload. Ça, c'est vraiment la richesse la richesse du participatif. Bitload nous a DM puis appelé en nous disant j'ai contacté un petit gars, vous le connaissez peut-être, John Hammond, et nous a monté ça de toutes pièces. Enfin, moi j'ai récupéré le projet. Le bébé était j'ai 18 ans que je bosse ici, 20 ans que je bosse dans la presse, j'ai jamais eu ce type de relation avec nos lecteurs, notre communauté, mais c'est bien la preuve que la communauté est devenue davantage qu'une communauté de lecteurs. Bref, on s'en est déjà parlé, je radote. Papy Beignet vous ressort toujours un peu les mêmes anecdotes, mais c'était l'occasion de vous dire de prendre le numéro dans vos mains. Eric, tu parlais de la plateforme en disant que c'est pas forcément la plateforme qu'utilisent les associations. Si on élargit un petit peu, comment te regardent tes confrères de l'édition quand tu leur dis je lance un petit projet articulé avec des NFT. Alors, de l'édition classique sur de différents types de projets. Quand j'ai voulu développer des projets livres NFT, je me suis adressé à un patron et en lui demandant, là j'ai vraiment un truc assez intéressant, ne serait-ce que sur un plan promotionnel, parce que d'abord, c'est intéressant sur le fond, et pour essayer de lui proposer la chose, lui dire le bénéfice numéro 1, c'est une forme de visibilité, un apprentissage sur des choses qui sont en train d'arriver. Et quand les sociétés sont importantes et en place, etc., la gestion et la priorité de ce type d'entreprise fait que la réponse est, écoute, j'y connais rien au NFT, j'ai pas le temps de m'y consacrer avec suffisamment d'attention pour en comprendre les détails et pouvoir prendre des décisions stratégiques. Vois avec un tel. Et donc on rentre dans un processus où on va se retrouver avec un bâton de pèlerin, expliquer que c'est vachement bien, etc. Pour mener un seul projet. Donc je me suis dit bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Je vais développer projet autour de ces idées et je vais informer les gens que je connais de la façon dont les choses se passent et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et je pense qu'il y aura forcément des suites. C'est pas un univers économique qui est réputé pour son côté progressiste. Je veux dire, c'est quoi la dernière grande nouveauté de l'édition? C'est sans doute le livre de poche et ça date de... Et ça date. Oui, ça date. Tu es un peu un électron libre de cet univers-là. Je t'ai toujours connu porter des projets oui, tout à fait, entrepreneuriaux
et artistique, l'un n'étant pas nécessairement incompatible avec l'autre. Mais c'est un peu le point de départ de ce métier. Ce sont des gens qui, d'un point de vue complètement subjectif, décident de s'emparer d'une histoire parce qu'ils y croient, parce qu'ils s'estiment qu'elle a un intérêt, une valeur. C'est comme ça que ça démarre toujours. Et après, les emmerdements commencent. En tout cas, si jamais tu cherches un livre à éditer, je crois que Elven et peut-être Usul ont un livre Tales from the Wild, donc un gros projet. Ah ouais, et il faut qu'on te parle de ce projet-là. Effectivement, j'avais oublié, j'en parlais tout à l'heure, mais j'avais oublié qu'il y avait des membres de la communauté qui s'étaient emparés. Superbe histoire, un drop fait par des gens qu'on connaît bien, que tu connais aussi sans doute, Dorz à la base, qui monte ce projet. Et puis bon, problème financier. Projet dans les mains de la communauté des détenteurs de NFT qui les avaient aidés à monter. D'accord. Et moi, j'en reste là, un peu attristé pour François, le fondateur de Dorz, que j'aime beaucoup à titre personnel. Et puis on passe à autre chose. Et je découvre il y a quelques semaines, quelques jours, qu'en fait, la communauté s'est emparée de ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire, ok, c'est à vous, maintenant faites-en ce que vous voulez, et fait avancer le projet, et publie sous une forme que je ne connais pas, des chapitres de cette histoire qui est, alors là, pour le coup, entièrement collaborative, et complètement unique. Je ne sais pas si c'est ton univers, parce que c'est quelque chose qui se passe c'est de la fantaisie, hein. C'est bon ce que tu as l'habitude de traiter. Il y avoir des escort girls dans cette je sais pas. La fantaisie. Là, je t'avoue que j'ai quitté le projet trop tôt. Fantaisie, alors. Mais en tout cas, intellectuellement un projet dingue. Et puis pour nous qui observons ce qui se passe dans ce Web3 encore balbutiant, même si on arrive bien après d'autres, et on doit d'ailleurs leur rendre hommage à tous ceux qui ont pavé la voie qu'on emprunte aujourd'hui. Mais pour nous, c'est passionnant parce qu'on a vu ce projet naître, parce qu'on y a cru, parce qu'on a même investi à titre personnel, ce genre de choses. Puis qu'aujourd'hui, on voit ce projet prendre une autre forme et devenir une sorte de coop, un peu comme du mouvement coopératif, quoi. C'est un projet, qui se gère complètement de manière collaborative. Il y a pas de. Il me semble que c'est. Faudrait Moi, j'aimerais bien. Je vous l'ai déjà proposé. Je sais plus si c'est Elven à qui j'ai proposé ça, mais qu'un des membres de la communauté vienne nous présenter ça. Je trouve vous venez ici. Il faut venir à Levallois. La résurrection un peu de. Génial parce qu'on parle de boîtes comme la nôtre qui veulent donner davantage de pouvoir aux gens qui les accompagnent en achetant des NFT ou des tokens, quels qu'ils soient. Mais là, un peu de manière accidentelle, on a accéléré le processus, quoi. C'est une boîte qui s'est effacée, qui a laissé sa communauté. On a 3 membres sur Paris, c'est possible. Écoute, Elven, semaine prochaine. La semaine prochaine, on est pris. Le planning est bien. On parlera notamment, je ne sais plus quand, début décembre, de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un support physique de l'œuvre qu'on a acheté sous forme de NFT. On parlera de ça avec Lézard, donc une émanation de Pirates Lab, mais une émanation barcelonaise de Pirates Lab. Donc il a fallu se caler sur l'agenda de son fondateur et il viendra nous en parler bientôt. On va parler aussi de musique. Oui, c'est le 29, je crois. Ouais, avec Pianity. Ouais. Et avant ça, on parlera de droit avec la SACEM. C'est ça, la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a le reveal des NFT. Alors, je ne sais pas combien ils en ont donné lors du drop, parce que c'était un drop sur plusieurs mois. Oui, et puis ils en ont donné beaucoup à notre communauté. C'est vrai qu'on a quelques malins qui ont récupéré pas mal de NFT. Et le reveal est le 25, et eux, ils viennent nous voir le 22. Mais ils m'ont promis qu'on aurait quelques petites infos en plus. Ah, pas mal. Bon, on va vous faire gagner ce NFT. Vas-y, je dirai ça plus tard. Moi, je le dirai plus tard. Mais avant de vous le faire gagner, je vous rappelle que l'argent que vous ne dépenserez pas pour gagner ce NFT, vous pouvez l'utiliser à la fois pour acheter une très belle œuvre de Louis César. Des Louis César sur Rescue, ouais. Magnifique. Et puis plein d'autres œuvres qui arrivent. Plein d'autres œuvres qui arrivent bientôt, ouais. C'est au bénéfice d'associations, c'est au-delà de la défiscalisation un très beau geste. Et bravo d'avoir mis ça en place, c'est vraiment très chouette. Puis vous pouvez aussi l'utiliser parce que les NFT sont déjà en vente. Voilà, les petits malins qui pourront les retrouver sur OpenSea peuvent déjà s'emparer, avant même d'avoir le livre qui sortira le 18 novembre, cellule 381, peuvent déjà s'emparer des NFT qui ont été créés par intelligence artificielle à partir de passages caviardés de ce
témoignages d'une escort girl et de ses dossiers. Et de ces histoires incroyables. Un résumé. C'est magnifiquement résumé. Mais l'émission n'est pas terminée. Le jeu pour gagner Colors de Moxistar. C'est ça. C'était sur quelle blockchain? C'était, Polygon, je crois. Polygon, On ouais. vous le transmettra sur Polygon. Acheté sur OpenSea. Test de rapidité, les amis. Il va falloir envoyer un DM. Alors, est-ce qu'on peut envoyer un DM aussi facilement que ça sur Discord si on n'est pas amis? Je crois qu'on peut quand même nous contacter. Hein. Ils sont Ça, plus c'est experts que moi. Je crois ne que c'est peux quand pas même leur possible de demander contacter. est-ce Mais au cas où, est-ce que n'importe qui peut envoyer un DM sur Discord? Ça dépend de ton Réponse. comment tu as paramétré ton Discord. Ouais, c'est pas sûr, hein. Pas sûr. On verra. Bah écoute, sinon ils postent dans le général. C'est le Ouais, premier mais à tout le poster monde dans va. le général. Ouais, ok. Alors, improvisation. On n'avait même plus de Ouais. courant. Il y a une heure, on n'avait pas de table de mixage. Ouais, donc, pas d'amis. Non, mais j'ai quand même 2-3 amis sur Discord, mais j'en ai pas beaucoup, je le reconnais. Bon, mes DM sont peut-être pas ouverts. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans le général du Discord 20 minutes, il va Ne falloir vous trompez pas. être le premier à poster. Easter Attention, egg. l'easter egg qui se cache dans la une du journal 20 minutes. On vous a laissé un petit œuf de Pâques, voilà, qu'il va falloir aller trouver. Il est également présent sur la version la Mecha Edition. Et il est également présent sur la Mecha Edition. On vous fait pas de blague. Voilà, il est facile à trouver quand on l'a vu, mais avant, il faut. Sur la première page. Ouais. sur la une. Sérieusement Non, on va jouer. On attend. On vous laisse. Je sais plus si c'était Elven, Alors. je crois que c'est Elven qui disait ça, qui disait ouais il y a une pièce de théâtre qui est créée en temps réel, je crois, avec le public. Il me semble que c'est Dernier coup de ciseau. Je crois que c'est ça. Ah, j'avais vu ça. C'est l'énigme policière dans un salon de C'est ça. coiffure Et où qui on évolue interagit en fonction avec. du public. Je Ouais, crois je que c'est ça. pense que Il faut savoir que John Hammond, qui propose cette photo, qui est la photo de quand il était... tu as 17 ans. ouais, c'est ça, tout jeune. Et me fais il a fait des affichages depuis très très longtemps. Et aussi l'auteur du manifeste de l'art promotionnel. Ah ouais. C'est assez joli, c'est-à-dire de dire, bah voilà, mon travail artistique, c'est de trouver tous les biais pour montrer des œuvres dans des environnements qui ne sont pas forcément attendus, et notamment, par exemple, Beaubourg, ouais. où il a fait Le une Louvre exposition de 100 ans, des choses assez rigolotes. Et il aime à dire aussi, je parle à sa place, donc il aimerait peut-être pas ça, mais il aime à dire que dans le promotionnel, il y a cette idée aussi d'avance, de motion, de mouvement, et que aussi, c'est pas un art marketing, c'est aussi un art d'avant-garde, c'est un art qui fait avancer la réflexion sur quelle est la place d'une œuvre dans son environnement. La place de l'artiste. Et ça nous fait une belle conclusion, parce qu'il faut bien qu'on arrête. Exactement. Mais, Je publierai demain la version web, donc la version plus longue du papier d'Héloïse, qui a fait un super papier, super portrait de John Hammond. Vous verrez justement tout ce que tu racontes est un peu plus développé dans cette version-là. On donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine. Mais oui, il va falloir qu'on se quitte. On donne peut-être un double rendez-vous. Allez, je t'en prie, donne tous les rendez-vous que tu veux. On a un rendez-vous mardi soir pour l'émission Twitch classique. On l'a dit, on a Julien Doumon. Je vais pas m'attarder là-dessus, je me trompe. De l'Assassin qui vient de nous parler de leur campagne de leur drop, mais aussi d'un produit qui est plus B2B à destination des gens qui font de la musique. Et on commence à en parler autour des droits musicaux. Là, j'ai vu des articles tomber. C'est super intéressant. Et on a une autre date, mais qu'on doit fixer avec vous, et notamment avec BitLoad, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, pour organiser une petite session débrief numéro 2 de 20 minutes. Vous allez nous dire ce que vous en pensez sincèrement. Exactement. Et on ne veut pas confisquer la parole. Nous, on répond, mais c'est vous qui prenez le micro. Parce que on peut être là pour expliquer, ou aborder avec vous, peut-être répondre à vos suggestions, à vos propositions. Mais l'idée, c'est que on va prendre le micro au début pour dire pourquoi on fait cette réunion, ce qu'on améliorait peut-être déjà nous au départ, etc. Non, même pas ça, je pense, parce que sinon ça oriente. Voilà. Oui, et l'idée, c'est qu'ensuite, BitLoad, qui est au courant, il découvre pas ça maintenant,
lui s'empare un petit peu de cette occasion-là pour dire lui aussi à quel point il adore 20 minutes, mais aussi peut-être comment il aurait peut-être fait les choses différemment, comment il voit les choses pour la suite, etc. Et qu'ensuite, voilà, vous, en tant que méca ou tout simplement fan de 20 minutes, vous nous apportiez vos inputs, vos réactions pour que nous, on s'en imprègne. Si vous ne pouvez pas être là, donc on ne sait pas si ce sera lundi soir, mercredi soir ou jeudi soir, on va caler ça. Si vous ne pouvez pas être là, on a déjà créé la messagerie vocale de 20 minutes. L'idée, c'est un lien qu'on va partager sur le Discord, c'est un lien Shello qui va vous permettre ultra facilement, depuis votre téléphone ou depuis n'importe quel appareil connecté à Internet et avec un micro, de nous laisser un message vocal qu'on diffusera sur le Discord lors de l'enregistrement donc du salon. Et on le diffusera et on y répondra si jamais il y a des choses auxquelles Complètement. on va répondre. Et puis dernier petit rendez-vous parce que voilà, vendredi, on a la remise du prix 20 minutes du roman. Vous êtes peut-être venus ici pour entendre David nous parler de livres. Sachez que nous, tous les ans, on décerne un prix à un roman d'un jeune auteur, pas encore vraiment publié, ou en tout cas qui a quasiment pas été publié. En l'occurrence, c'est Insignis qui a gagné cette année, un livre qui parle du Deep Web et qui est très intéressant. Et c'est en présence de Maxime Chatham et c'est ouvert à tout le monde, il faut juste s'inscrire. Donc envoyez-moi un petit message dans le Discord de 20 minutes si vous voulez venir à cette remise de prix. C'est à Levallois, pas très loin des studios, donc il faut être disponible. Vendredi à 17h30 de mémoire. Donc évidemment, la communauté 20 minutes aura sa place si vous voulez en être. Les places sont limitées, mais je ferai le nécessaire pour que vous puissiez en être. Allez, on vous libère parce que on vous a déjà retenu bien longtemps. Merci à vous deux. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci à tout le Ça monde. d'un œil curieux, intéressé. À bientôt. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Et puis, oui, on va regarder Discord pour l'histoire, mais le premier qui a répondu Il y aura un historique, c'est ça. On regarde en sortant. Merci à tous. Merci. Salut. Bonne soirée. Au revoir.